Bonjour à tous, bonjour à tous les donateurs Tipeee et Patreon. Vous avez pu le voir, c'était un mois très très calme sur ma chaîne. C'est que je suis très occupé, je déménage, je quitte Paris. Le bébé arrive, il a fallu que je termine mon contrat de travail avec mon entreprise sur Paris. Vous savez ce que c'est, quand on quitte un travail, il faut tout mettre en ordre. Dans le même temps, il fallait faire tous les cartons, tous les rendez-vous médicaux. Bref, c'est très 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 chargé, donc les projets sur ma chaîne, j'ai mis en stand-by jusqu'au mois prochain. On doit enregistrer un auto-da-fé avec Martial aussi sur la chaîne Bistrot des Gentilshommes. Ce sera un auto-da-fé qui sera consacré à l'écrivain Albertine Sarrazin. Voilà, ça va être une super, super émission parce que c'est une personne très attachante, très touchante. Et puis, on a aussi prévu de faire une grande émission avec la Dream Team sur la chaîne Bistrot des Gentilshommes aussi, avec Pierre-Yves Lenoble et Pierre Louvers. Voilà, je vous donne pas le thème encore, mais ça va être vraiment, vraiment très très cool. Donc voilà, les seuls contenus que je vais sortir ce mois-ci, c'est pour vous, c'est pour les donateurs. Je vous remercie encore pour votre fidélité, pour votre confiance, pour votre soutien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler un peu bizarre comme ça quand on s'attarde au titre, et le titre c'est, vous le savez, c'est le retour du dimorphisme de caste, hein. Le dimorphisme, c'est le fait d'être différent, d'avoir des caractères différents, et le retour du dimorphisme de caste. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous expliquer ce que je veux dire par là, je vais faire une intro sur la dimension prédictive des grands principes métaphysiques et traditionnels. Voilà, quand on connaît les grands principes métaphysiques et traditionnels, c'est des choses qui peuvent nous aider, nous inspirer ou nous guider dans la vision qu'on peut avoir de l'avenir à court, moyen et long terme. L'être humain, c'est sa nature, il aime prévoir et il aime imaginer à quoi ressemblera demain. Il aime ça parce que d'abord c'est un jeu de l'esprit très intéressant, bien sûr, mais il aime ça également parce que il va faire des choix en fonction de la manière dont il va envisager cet avenir. Voilà. L'humain fait des paris sur l'avenir et la capacité à se projeter dans l'avenir, la capacité à imaginer l'avenir, la capacité à bien imaginer l'avenir, c'est un marqueur d'intelligence. L'idiot vit dans un éternel présent et l'imbécile qui se croit plus intelligent que ce qu'il n'est en réalité, lui se trompe sur l'avenir. Il fait de mauvaises prédictions. Et il se trompe parce qu'il n'a pas cette capacité à synthétiser le maximum de faits, à le faire de manière non sentimentale, c'est-à-dire à ne pas se laisser guider par des émotions et des sentiments parasites, et donc il ne peut pas élaborer des scénarios crédibles pour le futur. Pour vous donner un exemple d'imbécile, celui qui va imaginer que demain les hommes seront tous frères et avanceront main dans la main pour créer un monde de paix écologique, bon, il est gentil, mais il a anéanti totalement sa capacité à prédire et donc son intelligence parce que il vit dans un rêve, parce qu'il se berce d'illusions. Donc c'est un imbécile. Il ne faut pas confondre les idiots et les imbéciles. L'idiot, c'est le naïf, le gentil, c'est presque une figure angélique. Et l'imbécile, c'est celui qui se croit plus intelligent que ce qu'il n'est. C'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux et maléfique. Alors l'intelligent, il va emmagasiner toutes les informations qu'il a à sa portée, toutes les informations qu'il est capable de comprendre, toutes les informations qu'il est capable d'appréhender, que ces informations soient économiques, politiques, sociales, voilà, il va tout emmagasiner, il le fait en se débarrassant au maximum de toute forme de sentimentalisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de sentiments, au contraire, hein, c'est très important d'avoir des sentiments, mais il ne faut pas se laisser guider dans ses choix par ses sentiments.
Et à partir de toutes ces informations, il va essayer de dresser un tableau réaliste de l'avenir à court, moyen, long terme. Ça ne veut pas dire qu'il y parvient toujours, parce que l'avenir est trop chaotique, l'avenir est trop complexe, il y a trop de variables, personne n'est suffisamment clairvoyant pour voir le futur de manière claire et précise. C'est impossible parce que l'imprévu existe, parce que des variables qu'on avait estimées sans importance s'avèrent déterminantes, parce qu'on n'a pas tout vu, parce qu'on n'a pas mis tous les éléments dans notre réflexion. Mais dans ce cas-là, voilà, quand on voit qu'un élément se met à prendre plus d'importance, bah, on réévalue avec les nouveaux éléments à sa disposition et c'est sans fin. L'imbécile, voilà, à la différence de l'intelligent, lui, il va rester bloqué sur une idée, une idéologie, donc il fera jamais évoluer sa vision de l'avenir, donc il comprend rien à ce qui lui arrive, il comprend rien à ce qui va arriver, et l'intelligent, il doit se débarrasser de ce genre de réflexe. Dans cet exercice mental, tout ce qui est factuel, tout ce qui est matériel, ça compte énormément, mais l'aspect métaphysique compte aussi. Il compte énormément. Si vous avez dans votre jeu, si vous avez dans votre univers mental la carte de la spiritualité, c'est le Joker, c'est le carré d'as, c'est la carte de la transcendance. Vous disposez d'un atout concurrentiel par rapport aux autres, parce que les grands principes de la tradition sont des outils prédictifs redoutables. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va prendre un sujet qui est le dimorphisme de caste ou de classe, parce que les castes n'existent plus, on va le voir, et on va donc s'emparer de principes traditionnels pour essayer d'imaginer une version possible de l'avenir. Voilà, c'est une version possible. Ça ne veut pas dire qu'elle est certaine, elle est possible, elle est vraisemblable. Alors maintenant on rentre dans le vif du sujet. À l'origine, dans la tradition avec un grand T, l'humanité est composée d'êtres, est composée d'individus qui possèdent en eux l'intégralité des dimensions de l'être. Ce sont des êtres totaux et on parle d'hommes universels. L'exemple qui vient tout de suite à l'esprit, mais en fait on pourrait en trouver beaucoup d'autres, c'est Adam qui, en tant que père de l'humanité, contient en lui toutes les possibilités humaines. Puis, une fois passé cet âge d'or composé d'individus, d'êtres totaux, d'hommes universels, il va y avoir une chute de l'humanité. Voilà, parce que dans la tradition, l'évolution n'existe pas, le progrès n'existe pas, c'est le contraire. Il y a une chute progressive de l'homme, et ça c'est la base de la théorie des cycles, donc cet homme universel va disparaître au profit d'un homme différencié. Et c'est là que vont apparaître, dans l'histoire de l'humanité, les castes. On pourrait dire qu'elles apparaissent, voilà, l'âge d'or se termine, elles apparaissent, disons, à l'âge d'argent. Et à partir de ce moment-là, les hommes vont désormais naître, voilà, c'est de naissance, ça ne s'acquiert pas, ils vont naître avec des dispositions particulières, ils vont naître avec une âme différenciée, une couleur différente, et la coexistence de toutes ces castes, de tous ces hommes différenciés, va former le corps social qu'on identifie très souvent par analogie au corps physique, et ces castes sont au nombre de 4. Si vous regardez, si vous écoutez mes émissions, voilà, maintenant vous connaissez, mais bon, je vais faire le résumé rapide des castes. Tout en haut, vous avez le pouvoir sacerdotal, le brahman, le prêtre. C'est le détenteur de la connaissance métaphysique, de la connaissance intellectuelle au sens étymologique du terme. Hein. Les intellectuels, c'est pas les profs de philo, c'est pas les profs de fac. L'intellectuel, c'est celui qui a la connaissance métaphysique. Pour la petite histoire, pourquoi on utilise le terme intellectuel pour parler des experts qui s'expriment dans le débat public? Ça vient de l'affaire Dreyfus, et c'était la presse catholique qui appelait voilà,
les écrivains, les gens de la société civile qui prenaient parti pour Dreyfus, les J'accuse et compagnie, la presse catholique se moquait d'eux en les appelant des intellectuels pour signifier qu'ils n'en étaient pas, mais ce terme est resté. Donc tout en haut, vous avez le brahman, le détenteur de la connaissance métaphysique, le prêtre, l'intellectuel, et lui, dans le corps humain, il est assimilé à la tête, au cerveau, c'est l'autorité spirituelle, et sa fonction est essentiellement contemplative. Voilà, il n'est pas dans l'action, il est en quelque sorte le moteur immobile de la société. Ensuite, vous avez le guerrier, le kshatriya, hein, c'est le détenteur du pouvoir politique, voilà, pas seulement guerrier, politique, puisque la politique n'est que la guerre d'une autre façon, et lui, il est assimilé au bras, voilà, c'est le pouvoir temporel, c'est l'action. Ensuite, vous avez l'artisan, le vassiya, lui, c'est le producteur, il va produire la subsistance, que ce soit de la nourriture, les objets dont nous avons besoin dans notre quotidien, et même l'art, parce que dans l'artisan, il y a l'art. En fait, l'artisan, à la base, il, il mettait une telle ferveur dans ce qu'il faisait qu'en fait, c'était de l'art. Tous les plus beaux objets qu'on a à disposition de l'Antiquité, c'était des objets usuels, des assiettes, des choses comme ça. Bon, bref, c'est l'artisan. Lui, il est assimilé au ventre et au sexe, voilà, produit la subsistance, il produit la descendance et il règne sur la matière. Et en dessous, vous avez encore une autre caste. Des fois on prête attention à cette case, des fois on n'y prête pas. Moi, je choisis d'y prêter attention. C'est le Shudra, c'est-à-dire l'exécutant, et lui, il est assimilé aux jambes. Quand on fait l'analogie au niveau du corps social, il est au corps social ce que les jambes sont au corps physique. C'est l'employé. Un marxiste dirait que c'est un travailleur qui ne possède pas ses moyens de production, mais moi je ne suis pas marxiste, donc il ne possède pas ses moyens de production d'un point de vue matériel, certes, mais il ne les possède pas également d'un point de vue spirituel. Le Shudra, c'est l'être dans le corps social qui est destiné à obéir de la même manière que vos jambes vont là où le cerveau leur dit d'aller, et ces différentes castes sont mentalement différenciées, mais également physiquement différenciées. Ce sont pratiquement des races différentes à l'intérieur du corps social. Sur ce sujet, je vous invite à lire Caste et race de Fridtjof Jung, qui est excessivement intéressant sur le sujet, mais rien que dans notre langage courant, ce dimorphisme de caste, ces différences fondamentales qui existaient entre les gens de castes différentes se retrouvent. Voilà, elles se retrouvent dans le langage. Par exemple, on parle de race des seigneurs. Quand vous lisez Perceval, quand vous lisez l'histoire de Perceval, c'est son physique, c'est sa grande taille, c'est son visage qui va trahir sa véritable filiation. On sait que c'est un noble, on sait que c'est un chevalier par son physique, malgré le fait qu'il ait été adopté dans une autre famille, etc. etc. Donc, après l'âge d'or, vient l'âge différencié des castes, dans lesquels il existe un dimorphisme très profond. Par exemple, un seigneur, un noble, se sent plus proche d'un noble d'une autre race, d'une autre ethnie, d'une autre civilisation que de son propre tiers-état, de son propre peuple, entre guillemets. Donc on a vraiment un dimorphisme très 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 important. Si vous voulez aller plus loin dans la compréhension des castes et des cycles, puisque les deux sont intimement liés, je vous invite à regarder l'émission que j'ai enregistrée avec Pierre-Yves Lenoble et qui s'appelle La loi de régression des castes et qui est disponible sur ma chaîne. Donc l'âge d'or avec l'homme universel, l'âge d'argent avec l'homme différencié, les castes d'un point de vue traditionnel, et si on poursuit notre idée d'involution, de contraire de l'évolution, d'involution de l'humanité, de la chute progressive des principes transcendants,
eh bien, ce système de caste va à son tour exploser, et il va exploser jusqu'à l'indifférenciation totale des individus. Voilà, le dimorphisme de caste va disparaître au profit d'une indifférenciation, et dans son involution, l'humanité va avoir tendance à singer l'ordre traditionnel. L'humanité va pas faire n'importe quoi, elle va vouloir recréer l'âge d'or, mais elle va en créer une version pervertie, une version dégradée, une version parodique. Alors, sur ce sujet, je vous invite à regarder, je vais le mettre en lien de la vidéo, une vidéo de Pierre-Yves Lenoble qui s'appelle Le paradis parodique, dans laquelle il explique très très bien ce phénomène. Alors revenons à notre histoire d'involution. Cette idée d'indifférenciation, pour revenir à l'homme universel de l'âge d'or, mais de manière carnavalesque, de manière parodique, c'est ce qui s'est passé avec l'épopée, la grande épopée de l'égalité, voilà, de l'égalitarisme forcené. L'égalitarisme forcené est un principe cardinal de la postmodernité. Tout est égal à tout, tout le monde peut tout faire. Voilà, c'est le relativisme absolu. Il n'y a plus de race, il n'y a plus de caste, il n'y a plus rien. L'individu est censé posséder en lui toutes les qualités, devenir tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut être. Et cette égalité est une singerie de l'universalisme originel, de l'homme universel, de l'homme total. Et cet égalitarisme ne sort pas de nulle part, il s'est traduit dans les faits. Effectivement, au cours des derniers siècles, les hommes sont devenus de plus en plus indéterminés. Les différences entre les hommes se sont peu à peu abolies, non pas parce qu'ils sont devenus universels comme pendant l'âge d'or, mais parce qu'ils sont devenus insignifiants, ils sont devenus remplaçables, ils sont devenus marginaux. Et cette idée de l'homme remplaçable, de l'homme sans qualité, c'est très prégnant dans le communiste, avec les petits soldats tous identiques. C'est plus subtil dans le capitalisme, mais l'idée est la même. Et en effet, au cours des derniers siècles, on constate que les différences de QI se sont abolies entre riches et pauvres. On parle même plus de caste, hein, on parle de classe sociale maintenant. Les différences physiques se sont abolies. On retrouve des gens très grands et très costauds dans les classes prolétaires. On retrouve des dégénérés dans des classes qui sont censées être nobles. Tant et si bien qu'il y a eu une forme de lissage de l'humanité qui est une singerie, une carnavalerie de l'universalisme originel. Et mon avis, ma prédiction pour l'avenir, c'est que cette perversion de l'indifférenciation originelle, cet égalitarisme dont on nous parle toute la journée, tente à disparaître. Voilà, il touche bientôt à sa fin, et nous allons donc assister, si on suit l'idée que la postmodernité est une singerie de l'ordre traditionnel, nous allons assister, quand je ne sais pas, puisque ce sont des échelles de temps que nous ne maîtrisons pas, nous allons assister, disais-je, au retour de l'homme différencié, au retour des castes, mais vous l'avez compris, pas les castes traditionnelles, mais une version parodique, une version pervertie des castes traditionnelles, et ce retour est à mon avis déjà en germe, et ce qu'on appelle le transhumanisme, voilà, c'est très difficile à définir, mais ce sont des progrès techniques considérables, informatiques, génétiques. On va bientôt faire un saut quantique, hein, dans la technique. Et bien ce transhumanisme va accélérer considérablement ce retour aux castes, ce retour à une version pervertie des castes. C'est-à-dire que les humains vont à nouveau se dissocier, tant mentalement que physiquement,
Et ces différences mentales et physiques vont constituer des races différentes au sein du corps social, de la même manière que les castes constituaient des races différentes au sein du corps social dans les sociétés traditionnelles. Ce corps social sera perverti en ce que son but ne sera pas de servir une vision spirituelle et transcendante de la destinée humaine et de la société, mais une vision nihiliste, utilitariste, ultra-matérialiste de la destinée humaine. C'est ainsi que, à mon sens, les nouveaux brahmanes, les nouveaux prêtres, la nouvelle caste sacerdotale, ce seront des experts en organisation et en développement personnel. Ils serviront une mystique horizontale, une mystique très New Age, voilà, de développement de l'individu qui est sa propre fin, de l'individu qui est son propre Dieu. C'est une vision très New Age de la spiritualité. Les nouveaux guerriers, les nouveaux détenteurs du pouvoir politique effectif seront des individus au QI surdéveloppé, capables d'appréhender des processus ultra complexes et des organisations ultra complexes, mais ces hommes seront dénués d'âme, ça veut dire qu'ils n'auront rien à voir avec la vitalité et la ferveur guerrière du kshatriya traditionnel. Les Vassiyas, les anciens artisans, deviendront des capitaines d'industrie, des entrepreneurs ultra performants, mais vous ne retrouverez jamais cet amour du travail bien fait qu'avait l'artisan des temps traditionnels. Et la masse dont on voulait sauver l'âme dans une société traditionnelle, sera désormais composée d'idiots difformes dévolus à des tâches élémentaires, d'idiots difformes totalement décadents qu'on fera tenir grâce au divertissement, à la drogue, au sexe, à l'abrutissement total, c'est-à-dire qu'on aura une masse qui sera dénuée de cette dignité, qui sera dénuée de cette humilité qui faisait le petit peuple des époques traditionnelles. Et entre ces castes va se créer un dimorphisme physique et mental qui constituera une barrière infranchissable. Voilà, vous naîtrez dans une caste, vous ne pourrez pas en sortir. Si vous êtes un idiot difforme né dans la caste basse, eh bien vous ne deviendrez pas le brahman perverti de cette société, ou vous ne deviendrez pas le guerrier perverti de cette société. Ce sera impossible. C'est-à-dire que ça va même aller très loin. On aura d'un côté des hautes castes qui vivront des siècles et en parfaite santé, et de l'autre des basses castes qui n'auront pas accès au pseudo-miracle du transhumanisme, qui seront totalement aliénés et qui seront totalement soumis à des demi-dieux nihilistes. Voilà, nous aurons des demi-dieux qui vivront des siècles, qui régneront sur une humanité 1.0 en quelque sorte, totalement débile, et ce type d'organisation sociale peut se survivre à elle-même pendant des siècles et des siècles et des millénaires, puisqu'il n'y a plus aucune révolte possible. Voilà, c'est ainsi que j'imagine l'avenir à long terme, comme un retour perverti des castes, quand je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'en vois déjà les germes dans énormément d'éléments que je peux observer. Alors voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires sur cette vidéo. On est dans le prédictif, on n'est pas dans la science exacte. Moi, c'est un avis que j'ai, et puis peut-être que vous en avez d'autres. Je sais que beaucoup de gens à qui je parle, qui sont aussi dans le délire traditionnel, n'ont pas du tout la même approche, par exemple, du transhumanisme. Ils pensent que c'est vraiment de la merde, que ça ne donnera jamais rien. Moi, je ne crois pas. Voilà, c'est vraiment des sujets ouverts. J'espère que ça vous a plu. Le prochain podcast, je sais pas, je connais pas le thème encore. Donc, je peux pas vous le dire. Je réfléchis à plein de trucs. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai vraiment la tête dans du terre à terre, mais vraiment le terre à terre du terre à terre. Donc, j'ai du mal
j'ai du mal à mettre en forme mes idées, mais je sais que je vais le faire là dès le 24, je suis posé. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt, et puis, et puis voilà. Ciao ciao tout le monde.